Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau bilan culturel et au programme cette fois, une artiste française, une série et un film. Et on va commencer par une série que j'ai trouvée pas mal faite, qui s'appelle Eric, avec notamment mon amour de toujours, Benedict Cumberbatch. Alors c'est une série dramatique qui se déroule à New York dans les années 80 et dans laquelle on va suivre l'histoire de Vincent, un marionnettiste au caractère impossible, co-créateur d'une émission pour enfants qui souffre entre autres d'alcoolisme et dont le fils de 9 ans, Edgar, va disparaître mystérieusement sur le chemin de l'école. Pour Vincent commence alors une longue descente aux enfers dans laquelle il va s'accrocher uniquement à Eric, une marionnette imaginée par son fils qui va devenir en fait son compagnon imaginaire dans sa quête pour essayer de le retrouver. Et la disparition d'Edgar et l'enquête qui en découle vont en fait être le fil conducteur, mais la série comprend aussi d'autres sous-intrigues qui vont permettre d'explorer des thèmes assez variés. Cette enquête va justement mettre aussi en lumière une autre affaire de disparition qui est beaucoup plus complexe, qui va nous entraîner dans la ville de New York des années 80, qui est au bord de l'implosion, qui est gangrénée par différentes affaires de proxénétisme, notamment sur mineurs, par la corruption des institutions, le racisme, l'homophobie, la violence, la montée de l'insécurité, bref, le rejet et l'exclusion de l'autre en général. Et la série installe comme ça une atmosphère qui est très anxiogène, d'une façon très réaliste. Et tous ces thèmes-là sont plutôt bien abordés. La série va notamment critiquer les politiques extrêmement dures qui sont mises en place à l'encontre des sans-abri et des personnes qui sont dans l'extrême pauvreté. Et va aussi apporter une réflexion sur la cellule familiale et sur la place de chacun dans une famille. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Alors, je pense pas que ça fasse non plus partie des séries inoubliables, mais ça reste un programme plutôt pas mal, proposé par Netflix. C'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Alors au départ, on va pas se le cacher, je l'ai regardé parce qu'il y avait Bénédicte dedans, et que je mets un point d'honneur à regarder tous ceux dans quoi il joue, parce que je trouve que déjà c'est l'un des meilleurs acteurs de sa génération, et qu'il a de très bons choix de carrière. Je suis toujours bluffée par ses interprétations, parce que je trouve qu'il a toujours une manière différente d'interpréter ses personnages, contrairement à beaucoup d'acteurs et actrices. En plus, il est vegan, c'est un pote. Quoique, non, je dis ça, mais j'ai pas tout vu. J'ai pas vu notamment les Marvel. J'ai vu le premier dans lequel il apparaît, Doctor Strange, parce qu'évidemment, Bénédicte en super-héros, ça ne se rate pas. Mais pas les autres. J'ai vu le premier, les Marvel, c'est pas trop ma tasse de thé, je dois dire. J'ai essayé pourtant, mais je vais plus les voir depuis un bon bout de temps maintenant. J'aime bien les films de super-héros pourtant, mais je suis plus du genre The Dark Knight de Christopher Nolan, quoi. Parce que c'est Batman, certes, mais aussi parce que pour moi, c'est plus que des films de super-héros à mon sens. Enfin bref, pardon d'Eric. Ce que j'ai aimé là-dedans, au-delà de la présence de Bénédicte, qui joue toujours aussi merveilleusement bien, c'est la reconstitution de cette ville à cette époque. Que ce soit les décors, le travail de la lumière, la direction photo, c'est superbe, l'étalonnage, tout colle parfaitement et est très bien travaillé. La bande originale est très bien choisie aussi, et le New York des années 80 est vraiment bien rendu et réaliste. Le casting est très bon, et au-delà de Benedict, justement, j'ai été très admirative de la prestation de McKinley Baker III. J'espère que je le prononce bien. C'est l'acteur qui joue l'inspecteur de police. Son interprétation est excellente et j'ai beaucoup aimé son personnage. En fait, on découvre par le biais de l'enquête qu'il doit mener, puisque c'est lui qui est chargé de retrouver Edgar, mais on découvre aussi dans sa vie privée et son intimité. C'est un personnage qui est intègre, mais qui a une position difficilement tenable parce que c'est un inspecteur de police afro-américain qui est homosexuel et qui travaille pour une institution qui, voilà, à une époque où c'est extrêmement mal perçu, pour le dire gentiment, et donc il est obligé de cacher beaucoup d'aspects de sa vie. Et il est souvent pris en étau entre ce qu'il est, comment il est perçu, et ce qu'il va vivre au quotidien à travers son travail, tout en faisant tout son possible pour résoudre ses affaires de disparition, malgré les difficultés posées par sa hiérarchie. C'est un personnage qui a beaucoup de facettes différentes, il est très bien interprété, j'ai trouvé que c'était lui le plus intéressant finalement, et c'est celui que j'ai préféré suivre dans la série. Le personnage de Vincent est aussi très intéressant, même si je l'ai trouvé assez pathétique et souvent insupportable. Il a fini quand même par me faire de la peine et m'émouvoir. Au tout début, on se demande comment c'est possible qu'il fasse ce travail parce que donc il est marionnettiste, il bosse pour une émission qu'il a co-créée et qui est pour à destination des enfants en fait, qui ressemble un peu au Muppet Show ou au Fraggle Rock un petit peu. Les mots d'ordre donc c'est
la joie, la bonne humeur, alors que Vincent, c'est l'exact opposé. Il a un but de lui-même, il est exécrable avec tout le monde, il a aucun filtre, il est dans la haine des autres, mais surtout de lui-même. C'est un père aussi et un mari négligent, il délaisse sa famille, ses rapports avec sa femme sont désastreux, et en plus il souffre d'addiction, et en particulier donc d'alcoolisme, ce qui n'arrange rien évidemment. Et le moment où son fils Edgar disparaît, c'est vraiment le point de bascule qui vient marquer sa descente aux enfers. Il va tomber vraiment dans l'auto-destruction en sombrant encore plus dans ses addictions. La seule chose à laquelle il se raccroche, c'est justement à Eric, donc une marionnette qui a été dessinée par son fils, et il est convaincu que si Edgar voit Eric à la télévision, ça peut le pousser à revenir parce qu'il saura que ses parents le recherchent. Donc il entreprend de fabriquer cette marionnette pour l'intégrer à l'émission. Mais Eric prend aussi la forme d'un ami imaginaire dans la tête de Vincent, et qui représente en fait ses démons intérieurs et surtout sa culpabilité parce que Vincent, il est terrifié à l'idée que ce soit de sa faute si son fils a disparu. On voit aussi dans le même temps qu'il a de gros problèmes avec son père et qu'en fait il veut pas reproduire ce schéma-là avec son fils. Alors moi j'ai bien aimé cette idée de marionnette et d'un ami imaginaire un peu comme ça, c'est plutôt original, sans être non plus surexploité dans la série. Ça permet de bien illustrer la dualité du personnage. Et ça permet aussi d'apporter un peu de lumière dans tout ça parce que cette série a quand même une atmosphère très très anxiogène et aussi parce qu'Eric c'est la représentation de l'espoir de Vincent. C'est son seul espoir de ramener son fils et ça permet d'amener un peu d'innocence et de lumière dans ce monde qui est vraiment très brutal. J'ai trouvé que les personnages étaient plutôt bien développés et puis on s'ennuie pas. C'est une série de 6 épisodes d'un peu moins d'1 heure à chaque fois. Moi j'aime bien les mini-séries en général, je trouve que ça change de celles qui ont beaucoup trop d'épisodes et qui n'en finissent jamais. Là le rythme est plutôt bon et l'intrigue ne manque pas de rebondissements. La construction est plutôt bien faite sans être originale non plus, mais les différentes sous-intrigues s'entrecroisent très bien, donc pour moi ça reste une bonne série à voir si ça vous tente. En tout cas voilà ce que j'avais à vous en dire, dites-moi pour ceux qui l'ont vu ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse. Et avant de parler cinéma, on va faire une petite pause musicale. Aujourd'hui je voudrais vous parler d'une artiste dont j'admire vraiment le travail, il s'agit de Colline Rio, qui est une autrice, compositrice et interprète française, qui je crois n'est pas encore trop connue, même si j'ai l'impression que ça commence à changer, et ça c'est cool parce que son travail est magnifique. En ce qui me concerne, je suis tombée par hasard sur une de ses chansons en écoutant France Inter, il y a 2 ans je dirais, et j'ai tellement aimé que je suis allée voir ensuite sur YouTube pour voir ce qu'elle faisait, mais il n'y avait pas encore grand chose à l'époque. En fait elle fait partie à la base d'un groupe qui s'appelle Imits, et pendant le confinement et que le groupe faisait une pause, elle a décidé de se pencher sur son projet personnel, et grand bien lui en a pris. Depuis elle a sorti un EP en 2022 qui s'appelle Lourd et délicat, mais aussi son premier album donc qui est sorti en 2023 qui s'appelle Ce qu'il restera de nous. Moi, la première chanson que j'ai entendue d'elle, c'est celle qui s'appelle On m'a dit. J'ai tout de suite aimé sa voix, mais surtout les paroles. Il faut dire que c'est difficile quand on est introverti comme moi de ne pas s'identifier et de rester insensible à cette chanson, dans laquelle elle parle notamment de l'affirmation de soi. Comme pour le dernier bilan culturel, je vous mettrai une petite sélection en description de certaines chansons parce que je vais pas pouvoir les passer en vidéo. Mais je vous invite vraiment à tout écouter parce qu'il y a vraiment des pépites. Ce que j'aime chez elle, hormis sa voix, qui est vraiment très belle pour sa légèreté, et les arrangements dont je vous parlerai après, c'est la beauté de ses textes. Je trouve les paroles très sensibles, douces et aussi oniriques. Il y a des morceaux qui sont très tendres et poétiques. Je crois que j'aime beaucoup aussi parce qu'il y a une sorte de douce mélancolie qui se dégage de son travail et que moi la mélancolie ça me parle. Son album est très introspectif et ça donne des morceaux qu'on sent vraiment très sincères. Elle a une approche qui est sensible et elle aborde beaucoup de thèmes différents comme celui de la rupture amoureuse, des rencontres importantes qu'on peut faire, le rapport qu'on a à la nature, mais il y a aussi et surtout des morceaux qui évoquent le temps qui passe, l'angoisse et la peur de la mort aussi. Elle aborde tout ça avec une grande sensibilité et comme une sorte de mélancolie joyeuse, je sais pas trop comment décrire ça autrement. Moi j'aime beaucoup la façon qu'elle a d'aborder des choses qui sont simples en fait, des souvenirs marquants qu'on peut avoir dans sa vie par exemple, et ces textes sont très imagés et à dimension universelle. Je pense que tout le monde peut se sentir touché par les thèmes qu'elle aborde dans cet album. L'écriture est très belle. Il y a des morceaux un peu plus engagés, comme la chanson Homme par exemple, que j'aime beaucoup, qui parle entre autres de la place qu'occupent les hommes dans la rue. En tant que femme, on comprend que trop bien les paroles de cette chanson, le sentiment qu'on n'est pas forcément à sa place dans la rue en fonction des heures de la journée, et le sentiment d'insécurité qu'on peut ressentir. Je pense qu'on est une majorité écrasante de femmes à l'avoir vécu et à le vivre toujours. Personnellement,
j'ai toujours aimé me promener la nuit. Je trouve que c'est un moment très beau, que ce soit à la campagne ou en ville, parce que je trouve que voilà, l'ambiance y est différente, plus silencieuse, plus contemplative. J'ai toujours aimé ça. Mais malheureusement, je me suis jamais totalement sentie, en tout cas assez en sécurité pour me promener vraiment seule sans être sur le qui-vive en fait. Vous voyez un peu ce sentiment où on n'est pas totalement serein. Déjà parce que j'ai vécu des situations assez pénibles qui malheureusement sont le quotidien de beaucoup de femmes, que ce soit le harcèlement de rue, se faire suivre jusqu'à chez toi, c'est rarement des moments fun. Mais c'est des situations qu'on vit où sur le moment on ne sait pas non plus comment forcément réagir ou comment faire pour se sortir de ces situations-là parce qu'on a peur qu'en fonction de nos réactions, ça empire la situation justement. Et puis il y a aussi le fait parfois de choisir de ne pas porter certains vêtements que pourtant on aime bien. Donc ça je le fais plus, mais c'est arrivé. Et puis aussi le sentiment insupportable d'être un peu perçu comme une proie parfois. Bref, en fait on est obligé de s'accommoder de tout ça et c'est quelque chose qui m'a toujours profondément révoltée parce que injuste évidemment, et c'est d'ailleurs en partie ce sujet qui a fait que je me suis vraiment intéressée de près au féminisme au tout début, et j'avoue que j'aimerais tellement avoir cette liberté, cette même liberté de pouvoir juste se balader dans la rue, mais sans but en fait, vous voyez, flâner en fait, c'est ça, j'aimerais pouvoir flâner seule, le soir, si j'en ai envie, les mains dans les poches, sans but, en ayant la paix. Ça, j'avoue que ça serait pas mal. Et même en journée d'ailleurs, parce que c'est pas gagné non plus, je dois dire. Bref, je trouve ça infiniment triste et ça met aussi très en colère d'être privée de cette liberté-là. Et cette chanson m'a beaucoup émue pour ces raisons-là. Et je trouve que Coline Rio, elle arrive à évoquer ce problème de façon très juste et toujours de façon très douce aussi. Bref, je pense que toutes les femmes se reconnaîtront dans cette chanson et j'invite évidemment les hommes à l'écouter pour se mettre au moins à notre place et voir ce qu'on peut ressentir. Et pour certains, peut-être aussi se questionner un peu plus sur les comportements qu'ils peuvent avoir ou la place qu'ils occupent dans la rue. Ça peut toujours être intéressant. En termes de style musical, le piano est très important. J'ai lu qu'elle jouait depuis ses 5 ou 6 ans, je crois. Et le piano-voix est vraiment au premier plan dans ses compositions. Mais elle mélange un peu les genres. Et c'est ça que j'aime bien. Il y a aussi bien des côtés pop, un peu électro par moment, que des références à la chanson française plus traditionnelle, si on peut dire ça comme ça. La chanson, on m'a dit, représente assez bien ce mélange, et sinon il y a celle qui s'appelle Monstre, qui est un bel exemple de piano-voix qui fonctionne très bien. L'ensemble donne des morceaux vraiment intenses par les émotions qu'ils dégagent, et c'est d'une rare poésie. D'ailleurs, j'ai lu en interview que Coline Rio disait que le fil conducteur de son album, c'était l'émotion, tout est dit. Bref, c'est des chansons qui sont réconfortantes, qui font du bien. Sa voix est très pure, je trouve. C'est vraiment un plaisir à écouter. Je vous encourage à aller voir, en tout cas, si vous êtes curieux. Dites-moi si vous connaissiez, ce que vous en avez pensé, et s'il y a des morceaux qui vous ont plus marqué que d'autres, ça m'intéresse. Sinon, ce mois-ci, et on va conclure la vidéo là-dessus, j'ai aussi revu le film Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry, qui est sorti l'année dernière. Dans ce film, on va suivre un groupe de personnes, donc des victimes et des auteurs d'infractions, lors de leur réunion de justice restaurative. Alors la justice restaurative, qu'est-ce que c'est ? C'est une initiative gratuite qui existe depuis août 2014 et qui consiste à faire dialoguer en fait des victimes et des auteurs d'infractions, s'ils le veulent évidemment, dans un cadre qui est sécurisé, confidentiel et encadré par des médiateurs qui sont formés, que ce soit aussi bien des professionnels que des bénévoles. Le but de tout ça, c'est d'aider les victimes à se reconstruire, mais aussi de responsabiliser l'auteur de l'infraction et de l'aider à quelque part se réintégrer dans la société. Alors, moi, qu'est-ce qui m'a plu ? Déjà, le sujet. Moi, j'avais jamais rien vu ou lu sur la justice réparatrice et j'avais envie de me pencher sur le sujet. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans ce film, c'est la façon dont est traité le thème, parce qu'on assiste à la fois à une rencontre indirecte, c'est-à-dire que les auteurs des infractions qui sont présentées ne vont pas faire face à des victimes qui sont concernées par la même affaire et donc qui ne se connaissent pas. On a des victimes qui ont subi un hijacking, un vol à l'arraché et un braquage, et de l'autre côté, des personnes qui ont commis des vols avec violence. Et à côté de ça, on va suivre l'histoire de Chloé, qui elle a subi pendant plusieurs années des viols incestueux commis par son frère et qui, elle, se demande si elle veut rencontrer son agresseur. Donc là, il y a potentiellement une rencontre directe. Le fait d'avoir justement ces deux types de rencontres donne au film plus de profondeur et je trouve que ça permet de bien mieux traiter le sujet. Après, les seules choses que j'aurais à redire, c'est que voilà, la mise en scène est somme toute assez classique,
il n'y a rien de très original ou très marquant, et on s'attend un petit peu à comment ça va se finir, comment vont évoluer les personnages. Mais pour autant, ça m'a pas gênée parce qu'au final, je trouve que l'intérêt pour moi réside plutôt dans le sujet traité, l'efficacité des dialogues et le jeu des acteurs. C'est quasi un huis clos. Moi, j'aime beaucoup les huis clos, donc c'est pas quelque chose qui m'a gênée, bien au contraire. C'est quasiment toujours des chants contre chants, mais ça permet de se concentrer sur les paroles échangées, sur les réactions et les micro-réactions des personnages, et aussi sur leur façon d'écouter. Le film porte bien son nom, je trouve. Il y a quand même quelques scènes des médiateurs qui sont en dehors de ces réunions, ce qui nous sort un petit peu du huis clos, mais ça permet de les humaniser un petit peu plus. J'ai beaucoup aimé les dialogues. La répartie de certains personnages est vraiment géniale. Le jeu des actrices et acteurs est vraiment bon. Ils arrivent très bien à transmettre les émotions, les traumatismes vécus par leurs personnages. On s'attache beaucoup à eux. Élodie Boucher et c'est Souleymane Brahim qui interprètent les deux médiatrices, sont vraiment super. Le personnage d'Élodie Boucher est très intéressant, je trouve, dans la façon d'aborder son travail. Le film s'attarde justement aussi sur la position de ces médiateurs qui ont un rôle en fait très complexe dans cette histoire parce que la façon dont ils vont encadrer ces réunions peut vraiment avoir un impact énorme sur leur déroulement. Il y a vraiment un gros enjeu. Ensuite, il y a aussi Leila Bekti et Gilles Lelouch qui sont toujours très justes aussi dans leur jeu. Gilles Lelouch, il incarne un père de famille qui a été un peu traumatisé par... qui a été traumatisé par un homejacking en présence de ses enfants. Mais bon, ils sont tous très émouvants, on est tout de suite en empathie avec eux. Et puis, il y a le personnage de Chloé, qui est joué par Adèle Exarchopoulos. Alors, d'habitude, j'ai un peu de mal avec cette actrice, parce que, pour avoir quand même vu pas mal de films avec elle, je trouve que, à chaque fois, elle fait du Adèle Exarchopoulos, quoi. Je trouve qu'elle joue un peu toujours de la même manière. En tout cas, là, j'ai aimé l'histoire de son personnage, qui est un peu plus intime. Son intrigue est plus prenante. Et puis, il y a aussi Daroussin, que j'ai adoré retrouver. C'est un acteur que j'aime beaucoup, surtout dans les films écrits par Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry. Il me fait toujours mourir de rire. Bref, le casting est très réussi. Le film montre aussi très bien les attentes que chacun va avoir par rapport à ces réunions. Le fait que certains arrivent à conscientiser l'impact qu'ils ont eu sur la vie des autres et d'autres qui se déresponsabilisent. On voit l'évolution de leur point de vue et j'ai trouvé ça cool d'avoir différents ressentis comme ça, c'est intéressant. C'est pas manichéen, ça fait plaisir. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est que les échanges nous renvoient toujours à nos propres questionnements, à nos jugements et aux a priori qu'on pourrait parfois avoir. Voilà ce que j'avais à en dire. Je vous le conseille parce que c'est un film qui est profondément humain. Je trouve qu'on en ressort grandi. Et c'est à voir si vous l'avez pas vu. Bon, en tout cas, ça m'a donné envie de voir d'autres films de cette réalisatrice, notamment Pupille, qui normalement est encore sur Netflix et dans lequel je crois qu'il y a encore Élodie Boucher et Gilles Lelouch. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez ces œuvres, ce que vous en avez pensé, si vous avez des recommandations dans la même veine. Ça serait cool d'échanger des références. Peut-être que je pourrais en aborder certaines dans des prochaines vidéos, pourquoi pas. J'ai vu que ce mois-ci sortait un nouveau Life is Strange où on incarne à nouveau Max Caulfield. J'aime beaucoup Life is Strange et en particulier ce personnage, donc j'ai vraiment hâte de le tester pour vous en parler. C'est sûr que je vais vous en parler à un moment. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique littéraire.